Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'interroge sur l'évaluation en EPS, mais pas n'importe quelle évaluation, celle notamment de la table Tessier. Bien souvent, on considère la table Tessier comme une table de cotation des performances, et notre réflexion s'arrête là. Aujourd'hui on vous montre les limites, c'est-à-dire les éléments qui vont montrer que cette table de cotation, elle est sexuée, hiérarchisante, inégalitaire, etc. Pour cela, on s'appuie sur les travaux d'Attali et Saint-Martin, et on vous apporte un certain nombre d'éléments de réponse. On se retrouve tout de suite sur le diaporama. Tout d'abord, les réponses à ces questions se trouvent dans l'article d'Attali et Saint-Martin, écrit en 2010 et intitulé L'évaluation en EPS. On y fera continuellement référence durant la vidéo. Paru pour la première fois en 1957, la table de cotation des performances sportives de Jean Le Tessier devient progressivement l'instrument incontournable pour la plupart des épreuves d'EPS, notamment dans les examens scolaires. En 1959, elle devient même le barème officiel des épreuves obligatoires au baccalauréat. Plus encore, durant les années 60, elle offre l'opportunité aux acteurs de l'EPS de répondre aux normes et aux valeurs de l'école. Parce qu'elle note aussi bien l'élève moyen que celui doté de qualités athlétiques, l'adoption de la table Le Tessier aux examens d'EPS autorise la combinaison et la diffusion d'une culture sportive à grande échelle. Par ailleurs, elles se font parfaitement dans le paysage d'une école dont l'accès se démocratise, mais qui, dans le même temps, entend préserver sa principale mission, c'est-à-dire la sélection des meilleurs. Alors que l'évaluation des élèves et leur notation se déroulent dans des conditions très hétérogènes, la table Le Tessier présente l'avantage d'apporter une certaine cohérence, sinon une unité dans le classement des élèves. Chaque performance sportive, qu'il s'agisse d'un saut en longueur, d'un saut en hauteur, d'un lancer de poids ou de javelot, ou même d'une course de vitesse, est en effet traduite en nombre de points grâce à une échelle allant de 0 à 500 points. Cette transformation des points, de 0 à 500 points, se réalise en notes, traditionnellement hiérarchisées de 0 à 20, et est immédiate, ce qui permet d'éviter toute subjectivité. Avec ce nouvel outil, non seulement l'intégration scolaire de l'EPS se renforce, mais elle participe aussi à promouvoir la volonté politique d'introduire plus de sport à l'école. En transformant les temps de course ou les distances de saut en points et en assurant scientifiquement la correspondance des différentes échelles de performance, la table Tessier règle non seulement le problème de l'harmonisation, mais elle en rationalise en même temps les procédures grâce à une démarche scientifique avérée. Cependant, plusieurs points sont à noter. L'enjeu éducatif, certes important, révèle de profondes inégalités de sexe, les garçons étant les principaux bénéficiaires de l'institutionnalisation scolaire de cette table, comme en attestent les écarts de notes importants entre filles et garçons entre 1961 et 1966. Moins que la réduction des inégalités, l'EPS participe à les renforcer dans la mesure où, 7 ans après leur obligation, ces épreuves ne sont pas investies par respectivement un élève sur 5 et une élève sur 3. Elles ne visent pas à repérer les compétences acquises, mais le seul résultat brut de leur expression. Face à ce choix pédagogique, tous les élèves ne sont donc pas égaux. C'est ainsi que l'on note un désengagement important des élèves de cette épreuve pourtant obligatoire. 14% des garçons et 24% des filles s'en font dispenser au cours de l'année scolaire, traduisant à la fois la participation pour le moins modérée de l'EPS à la réussite scolaire. Entre 1961 et 1966, on constate que le nombre de filles dispensées augmente de plus de 50% en 5 ans, alors que dans le même temps, celui des garçons effectue une baisse de 20% entre donc 1961 et 1966. Cette situation est d'autant plus critique qu'une jeune fille de terminale sur 4 ne se présente pas à ces épreuves pourtant obligatoires en 1966. Après la stabilisation du référentiel d'évaluation au milieu des années 60, les enseignants de PS retouchent assez peu à cet aspect de leur enseignement. Il leur faut attendre les années 70 pour voir réapparaître cette question. S'inscrivant alors dans une conjoncture qui remet en question leur discipline, en les mettant notamment en concurrence avec des éducateurs extrascolaires, tels que les titulaires d'un brevet d'état d'éducateur sportif, ils tentent de développer des stratégies en vue de reconquérir un monopole scolaire qui passe par la spécification de leur intervention. Il ne s'agit donc plus, comme c'était le cas jusque-là, de se limiter au seul produit des apprentissages constitués par la performance, mais de s'intéresser aux moyens mis en œuvre par les élèves afin d'apprendre. Pour avoir davantage d'informations sur les années 70, je vous invite notamment à regarder nos autres vidéos qui traitent plus particulièrement de cette période. Enfin, comment utiliser ces connaissances? La table Le Tessier est un élément fort des années 60, donc dans la majorité des sujets, vous ne pouvez pas passer à côté car elle s'inscrit dans les pratiques professionnelles, les lieux de formation, les examens, l'évolution du sport, la légitimité de l'EP, le renforcement des sports de base, notamment l'athlétisme, etc. Donc je vous conseille vraiment d'en parler dans vos devoirs et de montrer tout autant les bénéfices que les freins de cette innovation, afin de montrer au jury que vous ne vous limitez pas à, par exemple, la table Tessier c'est super, ça évalue les performances des élèves. Non, c'est autant une révolution qu'une contre-révolution, et pour cela vous vous appuyez sur les idées vues sur la vidéo. Finalement la vidéo, là, à l'instant, elle arrive à son terme. J'espère qu'elle vous a mieux permis d'appréhender la table Tessier, afin de dépasser ce fameux simple constat sur le fait que cette table de cotation, elle évalue certes les performances, mais que cette innovation, elle a des limites. Elle est sexuée, genrée, hiérarchisante, sélective, etc. En conformité,
ou alors en opposition avec les normes et les valeurs prônées par l'école, suivant la période envisagée. Comme d'habitude, à vous de vous positionner par rapport à nos idées, de manière à avoir une conception la plus solide et la plus compréhensible pour vous, mais aussi pour les jurys. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.